Ça, c'est celui de 10 heures. Ouais, d'accord. De toute façon, c'est ça. Bah, de toute façon, cet après-midi, c'est pareil. Hein. On en est... quoi C'est celui de 13. Oui, mais bon, c'est le même cours en fait. Donc je mets juste signature. Je fais l'autre aussi. Je reviendrai. Allez. Ok. On commence. Je veux bien que vous fermiez la porte, s'il vous plaît. C'est bon? Bon, allez là, s'il vous plaît. Ok, donc bonjour à tous. Donc on se retrouve. Ça fait un moment que je vous ai pas vu du coup. Pour votre dernière année. Et on va se voir pas mal. Ouais. Donc, on va se voir pour un gros morceau donc d'introduction générale au droit. S'il vous plaît. Si vous voulez parler, vous sortez. Je ne vois pas la nécessité à ce que vous soyez dans ce cours si vous souhaitez parler en fait. D'accord ? Donc voilà, c'est un gros morceau, l'introduction générale au droit. Alors, je crois qu'ils vous ont en fait un peu détaillé toutes les parties dans ce qu'ils vous annoncent. Moi, c'est regroupé dans un gros cours magistral qui s'intitule Introduction générale au droit, et ceux qui vous ont détaillé, vous les retrouverez dans les parties de mon enseignement. D'accord ? Donc voilà, c'est quelque chose de très général et on mettra un focus sur la fin du cours sur l'application plutôt kiné. Sachant que en première année, bon c'est un peu, c'est pas forcément d'une logique implacable, mais en première année vous avez fait le code de la santé publique qu'on devrait être censé reprendre, mais que bon on reprendra pas, on reprendra les articles principaux en toute fin. Mais du coup, vous avez fait le code de la santé publique sans avoir aucune notion de droit, donc c'est un peu compliqué à appréhender, surtout quand on est en première année, quoi. Donc là, vous allez comprendre, on va l'aborder de manière très générale. Ça va vous permettre aussi de comprendre un peu comment notre société est organisée, comment finalement le droit régit tous les rapports, d'accord ? Les rapports entre vous, les rapports avec les achats que vous pouvez faire, les rapports avec la politique, etc. Et ça vous permettra certainement de un peu mieux comprendre voilà, comment ça fonctionne, comment aussi la politique fonctionne, pourquoi il y a des lois. Et du coup, généralement, c'est plutôt finalement par rapport au code de la santé publique, qui pourtant vous concerne beaucoup plus, mais qui est extrêmement rébarbatif, c'est un cours qui plaît plutôt parce qu'on pige quand même un peu comment c'est organisé, ou quand vous entendez un homme politique, vous devez voter pour lui, et qu'il explique qu'il va gouverner par ordonnance, ou par ci ou par ça, on comprend un peu mieux pourquoi après, et ça explique aussi certaines réactions de certaines personnes. Ok, donc, alors, quand vous avez 2 heures, vous faites pas de pause? Si, 2 heures, si. Bon, si on fait une pause, ça sera vraiment 5 minutes, ok? C'est-à-dire le temps de descendre, prendre un café, remonter. C'est clair? De toute façon, si vous jouez pas le jeu, comme je vous ai encore 2 heures cet après-midi, on fera pas de pause cet après-midi. Ok? Alors, normalement, le support, vous l'avez, j'imagine, hein? C'est un... Donc voilà, c'est ce que je vous disais, le droit est partout. Généralement, le droit est une idée tronquée. On pense principalement que le droit est pénal,
s'il vous plaît, je ne vais pas reprendre les personnes par contre 20 fois. Je pense que... Alors, je sais plus si je vous ai eu en... Je vous ai pas eu en cours magistraux en K1, vous. Hein. Voilà. Bon, peut-être la dernière promotion que j'ai pas dès la K1. Voilà. Mais voilà, quand on parle devant plein de personnes, si les autres parlent, bah, ils sortent. D'accord? Généralement, je préviens 2 fois et il n'y en a pas 3 en fait. Donc, surtout que vous avez tout le cours finalement en PowerPoint. Hein, donc voilà, on pense principalement que le droit est pénal en général. Pourquoi on pense ça? On pense ça parce que les séries policières notamment, hein, ou les films policiers, ils représentent essentiellement des procès pénals avec les jurés, surtout les séries américaines. Donc on verra, on fera un petit parallèle avec le système du droit américain, qui n'est pas tout à fait le même que le système français, mais bon voilà. Mais en fait, le droit, il dépasse ses a priori. En réalité, le droit régit... Le droit, pas le roi, normalement, régit tous les rapports humains, d'accord? On le retrouve dans les rapports d'affection, les choses intimes, la fidélité, la filiation. Il y a des choses inscrites dans le droit. Les rapports économiques, quand vous créez une société, quand vous créez un cabinet, quand vous ouvrez un compte à la banque. Les rapports qu'entretiennent l'individu avec l'État, c'est-à-dire votre rapport à l'administration. Et notamment ça, vous le verrez dans peu de temps quand vous allez signer votre convention avec la sécurité sociale, par exemple. Donc voilà, dans ce cas-là, l'individu, donc vous, s'appelle l'administré. Le droit, il est aussi présent entre les États. Donc par exemple, là, on le voit fortement en ce moment avec tout ce qui est le Brexit et l'Union européenne. D'accord ? Donc il y a du droit européen, donc vraiment c'est quelque chose qui est totalement omniprésent. Donc si on va essayer de le définir, le droit c'est d'imposer des règles pour vivre en commun, d'accord, pour s'organiser. Dès que l'on a un ensemble de personnes, on trouve des règles, le juge est considéré comme un arbitre qui interprète ces règles et qui les fait appliquer. Donc les règles de conduite s'imposent alors dans un rapport qu'on caractérisera comme d'autorité. D'accord? Et souvent on appelle ça l'autorité judiciaire. Donc, si on essaie de définir ce qu'est la notion de droit, le but de cette introduction, c'est de définir la notion de droit qui est communément admise. Donc, les définitions les plus courantes du droit évoquent une règle ou un ensemble de règles. Et l'étude de cet ensemble de règles constitue la science du droit. Donc, la règle de droit est habituellement définie comme une règle de conduite dans les rapports sociaux, qui est générale, abstraite et obligatoire, et dont la sanction est assurée par l'autorité publique. Donc ça, c'est la définition, finalement, de la règle de droit, comme on pourrait l'admettre. Donc on va revenir un peu dans certains détails. Alors, la règle de droit, elle est générale. Elle peut trouver son origine dans un cas particulier, mais elle n'est pas faite pour régir des cas particuliers. D'accord? Alors, quand on dit qu'elle trouve son origine dans un cas particulier, c'est que parfois, un cas particulier va montrer ce qu'on va appeler un vide. Comment vous direz? Vous avez jamais entendu parler? Voilà, c'est pile ce qu'il ne faut pas, mais on est d'accord que la société dit ça, les hommes politiques disent ça, les journalistes disent ça. Bon, et un vide juridique, ça n'existe pas. Par définition, un juge est obligé de rendre un jugement. Donc si vous voulez, il n'y a pas. Mais c'est effectivement ce qu'on appelle un vide, si on était un peu plus précis, c'est un vide législatif. C'est-à-dire que la loi ne précise pas, ou n'a jamais été élaborée pour ce cas particulier, et du coup le législateur, à partir du moment où sociétalement parlant, s'est révélé, devra trouver une loi pour combler ce vide législatif. D'accord? Mais bon, vous avez raison, vide juridique, c'est ce que disent toutes les personnes, en fait. Donc, au terme de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. D'ailleurs, la forme de nombreux textes le démontre, utilisant les pronoms tout, chacun, on, c'est-à-dire quelque chose de très général. Alors, c'est peut-être la différence principale avec la morale, qui est essentiellement individuelle, d'accord? Elle est considérée comme envisageant l'homme d'abord en tant qu'homme et non pas d'abord en tant que membre de la collectivité déterminée.
C'est pour ça que la morale, elle est applicable à chacun. Chacun a sa propre morale, qui n'est pas forcément calcable ou applicable à autrui. Le droit, lui, se veut général et donc applicable à tout le monde. La règle de droit, donc, elle est obligatoire également. Elle est obligatoire, ça se traduit par l'existence d'une sanction organisée par la société qui se voit le plus souvent reconnaître un pouvoir de contrainte. Dans nos sociétés actuelles, c'est l'État qui possède ce pouvoir de contrainte. On verra rapidement en balayant l'historique du droit qu'il fut un temps où c'était plutôt l'Église qui avait ce pouvoir de contrainte. Donc la sanction qui caractérise la règle de droit peut être préventive ou répressive. Elle peut frapper les personnes, c'est-à-dire l'obligation de subir une peine ou de réparer un préjudice causé, mais elle peut également frapper des actes. L'acte qui enfreint une règle de droit pouvant souvent être annulé. Alors, ça peut aller un peu... ça peut être un contrat, par exemple, que vous signeriez. S'il était caractérisé qu'il y ait quelque chose qui va à l'encontre de la règle de droit, il serait annulé. C'est voilà, donc c'est un acte là qui est du coup subit la loi et non la personne. Donc encore une fois, la différence avec la morale, c'est que la morale n'a pas de pouvoir de contrainte, d'accord ? La violation d'un précepte moral peut entraîner par exemple la réprobation du groupe, mais elle ne se prolonge pas par un parcours de contrainte qui se finirait par une sanction. Alors, en revanche, souvent, parfois en tout cas, et souvent parfois aussi, la morale et droit se recoupent. D'accord ? Par exemple, une loi promeut un objectif considéré comme moralement juste par une grande partie de la population. Le législateur, celui qui va, du coup, construire cette loi et la proposer et la voter, généralement, sera, la fera quand il se sent soutenu par la majorité de sa population. D'accord ? Alors, il y a un exemple très... frappant qui touche l'actualité en ce moment. C'est souvent d'ailleurs des lois dites, des lois sociétales, ça, d'accord, qui se rapportent à la morale. Et c'est quoi en ce moment qui... En France, je parle pas des mouvements écolos, etc., qui sont plutôt mondiaux. Est-ce que vous regardez parfois les informations ou vous lisez, par exemple, Le Monde? Non. Il n'y a pas un débat en ce moment qui commence, une loi qui est en ce moment en train d'être débattue à l'Assemblée nationale et qui fait qu'il y a une partie de la population qui est plutôt pour et une minorité heureusement. Voilà. En ce moment, alors c'est pas vraiment la PMA, c'est la loi bioéthique, mais effectivement avec un volet sur la PMA, ce qu'ils appellent la PMA pour toutes, c'est-à-dire que ce serait pour le droit à avoir recourir à la PMA pour les femmes célibataires ou les femmes en couple avec une personne de même sexe. Et effectivement, là, on est sur une loi sociétale. D'accord ? Alors, on n'a pas le droit pour l'instant, mais l'article 1 a déjà été voté à l'Assemblée nationale, donc on aura droit dans pas longtemps, en fait. Et sur quoi se base le législateur qui est effectivement actuellement représenté par... donc le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale, on va voir un peu le parcours de la loi tout à l'heure, et sur quoi il se base ? Sur des sondages qui disent que entre 65 et 70% de la population est pour. Donc certes, ce qu'on voit dans la rue, c'est les contre, mais lui se base sur une espèce de majorité, et du coup, la morale, entre guillemets, irait plutôt dans le sens du législateur, et donc du coup lui permet de mener à bien cette loi. Exemple, il y a 4-5 ans, sur la loi sur le mariage pour tous. Exactement la même chose. Une grosse partie de la population s'oppose, mais quand on regarde un peu plus près, et donc des millions de personnes sont dans les rues, la manif pour tous, mais à côté de ça, il y a la grande majorité de la population, à l'époque entre 60 et 65%, qui est pour.
Donc au final, le législateur fait passer la loi. Donc c'est des exemples de lois sociétales où la morale majoritaire, généralement, donne la force au législateur de mener à bien ses projets de loi. C'est un peu différent quand il s'agit de passer une loi pour augmenter la durée de travail ou sur la loi retraite actuelle, par exemple. Où là, les gens, ils regardent leurs pommes et ils se disent on n'a pas envie forcément de travailler plus, même si, logiquement, on sait tous que dans tous les cas, il y aura un souci des retraites si on ne modifie pas et si on ne réforme pas les lois. Et donc, du coup, là, il y a une majorité de personnes qui sont contre, et du coup, ça pose plus de problèmes aux législateurs et donc au gouvernement pour faire passer leurs réformes. Voilà, donc on voit quand même que même si la morale et le droit sont totalement séparés, c'est-à-dire que le droit n'est pas la morale, mais la morale influe en tout cas sur la capacité de faire passer une loi ou pas. D'accord ? Donc, on va définir la règle de droit en plusieurs fonctions. La première fonction, donc, ça va être organiser. Donc la première fonction de la règle de droit est d'organiser la société par un tissu de rapports juridiques. C'est un peu comme le maillage d'une toile d'araignée qui, éventuellement, peuvent se superposer avec d'autres rapports sociaux, donc la morale, voire la religion, ou encore le langage ou les normes sociales. Ces rapports donc sont très variés, et si vous vous souvenez un peu de votre cours en K1 sur le Code de la santé publique, ça le montrait déjà en fait. D'accord ? Le Code de la santé publique, il régit les rapports entre certes un professionnel de santé et son patient, mais entre les professionnels de santé entre eux, entre le professionnel de santé et l'État, entre les projets de santé publique et l'État, etc. Donc, les rapports qui sont variés et donc peuvent être des rapports entre les personnes, donc l'exemple, un employeur et son salarié, un mari et une femme, un thérapeute et son patient. Voilà, des rapports entre les personnes. Bien sûr, c'est non exhaustif. Les rapports entre des actes, exemple de la nullité d'une clause qui entraîne la nullité d'un contrat dans sa globalité. Donc, en gros, vous avez un contrat dense avec plein de clauses. Si une clause s'avérait nulle, et non conforme à la loi, ça annule l'intégralité de votre contrat. Donc soit il faut refaire un contrat en épurant les clauses problématiques, soit finalement ça change l'intégralité du sens du contrat et vous ne le signez plus. Ça aussi, ça va faire un maillage d'un rapport entre une personne et un bien. L'accession à la propriété, la location. Je ne sais pas s'il y en a certains, certains d'entre vous sont certains, la majorité sont certainement locataires, peut-être certains sont déjà propriétaires. En tout cas, il faut bientôt du coup. Mais donc du coup voilà, c'est le rapport entre un bien matériel ou immatériel d'ailleurs et une personne. Et le rapport entre un comportement et une sanction. Ça, je tue quelqu'un, je vais en tôle. Ça me semble assez logique, mais voilà. Mais organiser, ne serait-ce pas un peu, du coup, imposer? Donc la deuxième fonction, c'est aussi imposer. Une fonction importante, mais aussi, donc du coup, dangereuse, de la règle de droit, est sans nul doute d'imposer. Telle est clairement la fonction essentielle de la loi impérative, qui est une règle d'ordre public, loi à laquelle les individus ne peuvent pas déroger par une manifestation de volonté contraire. Alors actuellement, deuxième chance de se rattraper au niveau de l'actualité, quelle a été dans les derniers mois, on va dire, une loi impérative, ou en tout cas des arrêtés, on verra ce que sont des arrêtés tout à l'heure, mais des arrêtés qui ont été considérés comme impératifs pour une bonne partie de la population. Ouais, je l'ai entendu. Voilà. Alors, c'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils manifestaient. Alors, il y avait...
on va pas rentrer dans le détail, on va pas prendre parti sur tout, mais en tout cas, il a été interprété par une grande partie de la population que l'interdiction de manifester dans certains lieux et à certaines occasions était un exemple de cette espèce de loi impérative qui est donc à la limite du danger, en gros. D'accord ? Du danger, c'est-à-dire est-on toujours dans un pays de droit ? C'est ce qu'on entendait dire. Alors après, si on regarde dans l'autre côté du prisme, c'est que le droit de manifester en France existe, hein, mais le droit de manifester doit s'appliquer dans un contexte précis où les manifestations doivent être déposées en préfecture avec un parcours défini, etc., ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, chacun en fait défend son morceau de viande, et voilà. Mais ça, c'est un exemple de loi impérative qui parfois est nécessaire, mais qui, pour une partie de la population, peut sembler parfois dangereuse. D'accord ? On a un peu entendu tout à ce niveau-là pendant justement les mois où il y avait beaucoup de manifestations de gilets jaunes. Je crois qu'à Montpellier, c'était quand même... moi, c'était la guerre civile à Paris, donc bon, voilà. Mais je crois qu'ici, c'était pas mal non plus, donc voilà. Mais après, il y avait d'autres personnes qui, par exemple, défendaient cette espèce de droit à manifester immuable, donc qui disaient que c'était pas normal que le gouvernement interdise, mais qui en même temps, quand même, condamner une partie des actes qui étaient commis. Voilà. Donc il y a des personnes aussi qui sont plus mesurées. Alors, un autre exemple de loi impérative, c'est-à-dire une loi d'ordre public où personne ne peut déroger, c'est le législateur impose qu'une personne ne puisse se lier par un contrat de travail pour sa vie entière. Donc ça, c'est un autre exemple de loi impérative, beaucoup moins impressionnante que le droit de grève, etc. Et donc ça veut dire que tout contrat de travail ne la respectant pas serait nul. À ne pas confondre avec le CDI, contrat de durée indéterminée. Mais contrat de durée indéterminée, le droit est très précis sur la sémantique, c'est indéterminé, mais ça peut s'arrêter. Un contrat qui dirait, vous avez ce contrat jusqu'à votre mort, c'est un peu différent. D'accord ? Et ça, donc, c'est interdit par la loi, et tout contrat qui dirait ça serait forcément nul, et donc non applicable, devant une juridiction. Troisième fonction de la règle de droit, c'est proposer. Donc la règle de droit a pour fonction de proposer une règle de conduite, cette fonction n'étant d'ailleurs pas incompatible avec le caractère impératif d'une règle de droit. Ayant tendance aujourd'hui à laisser la place à d'autres systèmes, elle propose souvent plusieurs modèles de conduite entre lesquels les intéressés peuvent choisir. Alors, l'exemple, c'est le divorce par exemple. Alors généralement quand on aborde le droit, on aborde rarement les trucs les plus fun, hein, et surtout les trucs les plus joyeux. D'accord ? Bon, j'aurais pu prendre le mariage, hein, mais bon, j'ai pris le divorce. C'est on va dire nos générations, même si moi je suis bien plus vieux. Bon voilà. C'est 3 mariages sur 4 qui divorcent, donc on a pris le divorce. Alors, le divorce, il peut être par consentement mutuel. Il peut encore, même si c'est beaucoup plus rare qu'avant, être pour faute. Ou par exemple par altération définitive du lien conjugal. Ça, c'est notamment l'abandon de domicile. D'accord ? Alors, maintenant, c'est tellement fréquent, les divorces, que 80-90% sont faits par consentement mutuel. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ça se passe bien. Ça veut dire juste que pour aller vite, que ça prenne pas 5 ans, bon voilà, les gens préfèrent trouver un terrain d'entente et parfois se battre pour les enfants, pour la garde des enfants, pour machin, mais ça c'est encore autre chose, d'accord ? C'est pas le divorce à proprement parler. C'est un autre volet du rapport, justement, entre individus, entre un parent et son enfant, en fait. Mais le domaine de prédilection des règles de droit proposant un modèle de conduite réside surtout dans ce qu'on appelle les lois supplétives. Donc les lois supplétives, je vous donne un exemple, le Code civil propose un modèle de régime matrimonial, là, vous voyez que je suis optimiste parfois, donc le mariage, qui est la communauté réduite aux acquis.
Donc la communauté réduite aux acquis, c'est un mariage matrimonial qui fait que lorsqu'on se marie, si on ne fait pas de contrat de mariage précis, c'est ce régime-là qui s'applique, et ça veut dire que appartiendra au couple tout ce qui sera acquis pendant le temps de leur mariage, de manière égale. D'accord ? Ça signifie aussi que tout ce que vous possédez avant le mariage vous appartient à plein et ne reviendra pas à votre mari, votre épouse, d'accord ? Donc ça, c'est une chose. Les biens pareils qu'il va recevoir par donation ou succession après le mariage ou pendant le mariage, plutôt pendant le mariage du coup, ne lui appartiendra qu'à lui aussi. En fait, elle est réduite aux acquis, c'est-à-dire que ce n'est que ce qui est acquis par les époux qui sera donc du coup à 50-50 à chaque époux. Même si vous êtes, par exemple, vous achetez des appartes parce que c'est vous qui avez le plus gros salaire dans votre couple, etc. Et qu'il n'y a que votre signature sur l'acte de propriété. À partir du moment où vous étiez marié, l'époux ou l'épouse pourra donc du coup dire que au moment du divorce, d'où après donc le montage de SCI par exemple, etc. Ça a été un gros problème au niveau des divorces des professionnels libéraux à un moment, ou à une époque lointaine où hélas, moi j'ai envie de dire, les femmes ne travaillaient pas. En fait, il y avait des médecins, des kinés, etc. Surtout l'âge d'or de la kinésithérapie, années 90, là, où du coup il y avait une acquisition très forte de locaux, de cabinets, etc. Et après, ils étaient catastrophés parce que quand ils divorçaient, ils devaient donner la moitié de la valeur de leur cabinet. Mais parce qu'ils avaient acquis du coup un bien nominatif. Si vous créez une société civile immobilière, une SCI, là, la SCI, c'est une personne morale et n'en appartient qu'aux personnes qui la composent. Il faut au moins un minimum 2 personnes. Donc voilà, alors, je vous dis pas par exemple de faire une SCI, chacun fait ce qu'il veut, et puis vous aurez des experts comptables qui vous conseilleront. Généralement, souvent, ils conseillent quand même de faire une SCI. Ça veut pas dire que forcément vous vous séparerez de votre conjoint, etc. Mais effectivement, c'est quand même mieux vaut prévenir que guérir. D'accord ? Et donc du coup, après la SCI, c'est pas forcément des parts égales. Si vous voulez pas vous fâcher avec votre conjoint, vous pouvez faire j'ai 19 parts de la SCI et toi t'en as une. Comme ça, il se sent quand même intégré dans la SCI, mais il ne pourra revendiquer qu'un 20e de votre cabinet professionnel, ce qui me semble assez logique. Du coup, après, ce qui est aussi relativement classique dans les professionnels libéraux, c'est d'acheter par exemple avec... vous donnez une part à vos parents par exemple. Comme ça reste dans le domaine familial. Pourquoi on fait ça ? Parce que, surtout si vous êtes enfant unique, ça simplifie encore plus les choses, c'est-à-dire que le jour où disparaîtront vos parents, dans tous les cas, c'est vous qui récupérez la part. Donc voilà. Mais on est obligé de se projeter dans tout ça. Mais du coup, quand vous parlez des donations, c'est-à-dire que si on reçoit un héritage et qu'on a un contrat matrimonial classique, il ne touche rien. Tout ce qui requiert d'une succession et d'une donation, c'est-à-dire de sa famille en propre, n'est né au bénéfice que de la personne qui le reçoit de sa famille. Alors, il est en revanche possible pour les futurs époux d'écarter ce régime légal en faisant un contrat de mariage. Où là, un contrat, en gros, vous mettez ce que vous voulez dans le contrat, en fait. D'accord ? Et vous pouvez mettre tout ce qui sera acquéri en nom propre par une personne ne reviendra qu'à cette personne. Après, ça a toujours une... Bon, ça commence mal. Bon, je sais pas, j'ai pas de jugement, mais... Généralement, voilà, quand il y en a un des deux qui veut faire un contrat, bon...
c'est qu'il y a là cette perspective probable qu'il y ait une séparation. Peut-être vous vous mariez pas. Non, mais je plaisante. Mais bon, voilà, c'est un peu mal vécu parfois. D'accord ? Mais la majorité des mariages sont faits sur une communauté Rikvito Sake à partir du moment où justement ce régime-là protège quand même les successions familiales en fait. Et les donations familiales. Donc voilà. La dernière fonction de la règle de droit, c'est exprimer. Donc, la règle de droit a également pour fonction d'exprimer les valeurs de la société qui l'engendre. Et le meilleur exemple, c'est la Déclaration de l'homme de 1789 ou le préambule de la Constitution de 1946. Cette fonction expressive apparaît de plus en plus importante aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers la formulation d'objectifs dans les textes de loi. D'accord ? Maintenant, de plus en plus, les lois énoncent des objectifs à atteindre. Les lois santé, généralement, énoncent des objectifs d'économie du trou de la sécurité sociale, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on exprime un objectif, donc il y a ce caractère expressif. Alors, la notion de droit communément admise. Donc, le but de cette introduction est de définir la notion de droit communément admise. Donc, vous trouverez dans la littérature. Donc, la littérature du droit, c'est un terme, ça s'appelle la doctrine. On n'a pas à confondre avec son homonyme sur les doctrines nazies ou les doctrines, vous voyez. Tout l'ensemble des textes de recherche sur le droit, des universitaires du droit, s'appelle la doctrine. Il y a une notion de droit objectif qui s'écrit, et là j'ai fait une erreur d'ailleurs dans mon PowerPoint, qui s'écrit avec un D majuscule, c'est-à-dire le droit objectif. Il n'y en a qu'un. D'accord ? C'est une notion en fait, qui est l'ensemble des règles, et les droits subjectifs, avec un D minuscule, qui sont, donc du coup, on va dire, tous ces droits différents qui créent une homogénéité et qui créent le droit objectif. Donc, pour les comprendre, nous allons tenter de définir le droit. Donc, il comprend deux sens. Soit il comprend donc la loi, law, qui est le droit objectif. C'est l'ensemble de règles juridiques destinées à organiser la vie en société. Donc le droit objectif, pour finir sur lui, serait l'ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. Un synonyme de droit objectif, c'est ordre juridique. C'est-à-dire un ensemble cohérent de règles qui s'imposent à un groupe particulier. On parle par exemple d'ordre juridique français, national, européen, international. Il s'agit de délimiter la part de liberté et la part de contrainte de chacun. Et ensuite, il y a les rights, les droits, qui sont les droits subjectifs, qui sont eux plus difficilement définissables car leur notion entretient des querelles interminables d'ailleurs, et son existence est même contestée par certaines personnes de la doctrine, qui écrivent donc des choses universitaires. Parce qu'ils sont opposés par exemple au droit naturel qui s'inspire d'Aristote, celle des positivistes, on va les voir tout à l'heure, qui sont Marx, Kelsen. Donc la notion la plus répandue sont que les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le droit objectif. Alors, pour essayer de comprendre, ils ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Ce sont deux façons de former le droit. Le droit objectif avec un D majuscule tend à déterminer les droits, et donc ce droit objectif tend donc à structurer la société à travers une combinaison complexe de droits différents. Alors, je l'ai mis ça, voilà. Donc, le droit objectif et les droits subjectifs ne s'opposent pas, ils paraissent plutôt deux présentations d'une même réalité. Les droits subjectifs ne
n'existe que s'ils sont consacrés par le droit objectif, donc la loi. Il n'est lui-même qu'une somme de droits subjectifs, à la manière d'une ligne droite qui n'est plus qu'un ensemble de points. Donc un exemple qu'on pourrait donner par exemple, c'est le droit, quand on énoncera, comme si vous lisez un jour dans la littérature scientifique, donc dans la doctrine, un article, le droit de la propriété. Là, ça sera le droit écrit avec un D majuscule. C'est-à-dire cette objectivité sur la propriété. Et le droit sur la propriété, c'est l'ensemble des règles qui régissent la propriété sur une chose. Donc la somme des prérogatives reconnues au propriétaire. Mettre en location une maison, c'est un droit subjectif. Vendre une voiture, c'est un droit subjectif. Brûler un vieux meuble, c'est un droit subjectif. Mais même vendre les légumes de sa récolte, etc., c'est un droit subjectif. Tous ces droits subjectifs créent le droit objectif de la propriété. D'accord ? Donc, l'évolution des fondements théoriques de la règle de droit. Je vous le dis pour vous, il n'y aura pas de questions sur ça, les fondements théoriques de la règle de droit. D'accord ? Parce que vous verrez, le cours est largement suffisamment dense pour qu'il y ait beaucoup de questions. Donc, sur ça, c'est plus pour votre information personnelle. Donc, avant d'en arriver à ce qui est aujourd'hui défini comme la règle de droit, plusieurs courants ont dominé au cours des siècles. Il y a d'abord le droit naturel religieux. Donc, pour Platon et surtout pour Aristote, qui était relayé par Cicéron, le droit doit être conforme à l'ordre naturel qui gouverne les êtres et les choses. Donc, pour lui, le droit est l'art d'atteindre le juste par l'observation de la nature. Cette idée de droit conçu comme recherche du juste est reprise, donc, après par saint Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle, 1225-1274, dont le génie est de combiner la philosophie grecque et la religion chrétienne. Il distingue plusieurs sortes de lois, qui étaient la lex humana, la lex divina et la lex universalis. Donc, la loi humaine, la loi divine et la loi universelle. Ensuite, on est passé au droit naturel laïque au XVIIe siècle. Donc, en fait, dès le XIIIe siècle et le XIVe siècle, les partisans du nominalisme considèrent le droit naturel comme un idéal individuel pour lequel la volonté humaine joue un rôle important. Mais c'est au XVIIe siècle que s'est développée la notion de droit naturel laïque. Il ne se découvrirait pas par l'observation des êtres et des choses, mais par la raison humaine, par un raisonnement. À la différence de la pensée aristotélicienne ou thomiste, le droit naturel laïque apparaît plus comme un contenu, un ensemble de règles, que comme une méthode de recherche du juste. Donc on voit l'évolution, il admet l'existence d'un droit volontaire, fondé sur la volonté des peuples, et à travers elle, la volonté individuelle. La théorie du contrat social de Rousseau, du coup, n'est pas loin. D'accord ? On aborde un peu ce siècle des Lumières, avec, donc du coup, on voit monter maintenant une espèce de volonté du peuple. Et la volonté du peuple se transcrit par des volontés individuelles. Ensuite, on passe aux doctrines positivistes qui, actuellement, sont toujours de mise dans notre société. Il y en a une, en tout cas, qu'on va voir. Pour les auteurs positivistes, le droit positif se justifie par lui-même, parce qu'il émane de l'État par le positivisme étatique, parce qu'il correspond à l'état des mœurs, par le positivisme sociologique. D'accord ? Il y a ces deux positivismes. Le positivisme étatique, c'est la loi. Le droit positif se justifie par lui-même, et donc le droit n'a pas d'autre justification que d'être engendré par l'État. Ça, c'est le droit positiviste étatique. Du coup, la loi même injuste doit être respectée parce qu'elle est la loi. Son expression la plus forte est trouvée chez le philosophe Hegel, donc 1770-1831, notamment dans ce qu'il appelle le principe de la philosophie du droit. Il voit dans l'État la seule source de droit permettant d'arbitrer la lutte constante des individus.
Plus récemment, Kelsen, donc, qui était fin du 19e et une grosse partie du 20e. Pardon. J'attendais la pause. Donc Kelsen, lui, il a donné une présentation plus technique en établissant une pyramide des normes au sommet de laquelle figure la volonté de l'État, représentée principalement par la Constitution du 4 octobre 1958. Ensuite, il y a un positivisme sociologique. Donc le droit positif se justifie dans ce positivisme sociologique parce qu'il est le reflet de l'état des mœurs. Pour donc Durkheim, donc fin du 19e, on va dire, le droit peut être l'objet d'une science positive parce qu'il tient dans ces phénomènes sociaux soumis au déterminisme qui découle du milieu social. Exemple, le droit capitaliste, qui est le reflet du mode de production capitaliste qui permettrait à la classe bourgeoise d'assurer sa domination. D'accord ? Ça, c'est donc du positivisme sociologique. Donc, en conclusion sur l'évolution des fondements théoriques de la règle de droit, le manichéisme n'est plus de mise aujourd'hui, quelle que soit leur opinion. La plupart des auteurs concèdent au positivisme étatique que la règle de droit tire sa force obligatoire de l'État. Mais son adoption et son interprétation doivent tenir compte de l'état des mœurs et des finalités du droit. Alors, il y a quelques variantes. La variante qu'on pourrait donner, c'est par exemple la difficulté par rapport à Internet, par exemple. Les États, par exemple, n'arrivent pas à définir une règle commune qui serait un développement d'un champ de règles parallèles s'appuyant sur la technique. Actuellement, en droit international, il n'y a pas de droit sur Internet. D'accord ? Chaque État, un peu, décide de ce qu'il veut. Voilà. Mais, donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que, mais on va le revoir tout de suite après, c'est que actuellement, c'est le positivisme étatique qui, donc du coup, est le fondement théorique que notre société connaît. Et de toute façon, on le voit très bien, puisque au sommet de tout notre édifice, actuellement, c'est l'État. D'accord ? Même s'il y a des garde-fous, on va les voir aussi. Alors, l'organisation de l'état de droit en France, donc les trois différents pouvoirs, principe de séparation des pouvoirs. C'est relou ça. Bon, bref, alors. Ça, bon. On a fini la partie pas importante, hein, si vous me comprenez. Donc, ça, j'aime bien. Alors, l'organisation de l'état de droit en France. Donc, c'est les trois différents pouvoirs. Principe de la séparation des pouvoirs. Alors, elle est élaborée par Locke, donc au XVIIe siècle, puis Montesquieu au XVIIIe, on va dire. La théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'État afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines. Donc si cette théorie est souvent invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en pratique. La France a pour sa part développé sa propre conception de la séparation des pouvoirs, fondée sur la limitation des attributions de l'autorité judiciaire à l'égard de la puissance publique. La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques. Le pouvoir... Alors, ouais. Donc, le pouvoir exécutif, donc, c'est que la fonction d'exécution de ces règles relève donc la fonction exécutive. La fonction d'édiction des règles générales constitue la fonction législative. Et la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle. On va y venir. Partant du constat que dans le régime de la monarchie absolue,
ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d'entre elles soit exercée par des organes distincts. D'accord ? Les fonctions exécutives, législatives, juridictionnelles. Indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement, chacun de ces organes devient ainsi l'un des trois pouvoirs. Le pouvoir législatif exercé par les assemblées représentatives du peuple, le pouvoir exécutif qui est détenu par le chef de l'État et les membres du gouvernement, et le pouvoir judiciaire enfin, qui revient aux juridictions. L'objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d'aboutir à l'équilibre des différents pouvoirs. Il disait que pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir, ça arrête le pouvoir. D'accord ? Alors, en nota bene, cette théorie a fortement influencé une doctrine plus récente qui est les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays beaucoup plus jeune que nous. D'accord ? Et la doctrine aux États-Unis de cette séparation des pouvoirs s'appelle Checks and Balance. D'accord ? Ça a fortement inspiré les rédacteurs de la Constitution américaine qui ont institué en 1787 un régime présidentiel organisé selon une séparation stricte des trois pouvoirs, tempéré par l'existence de moyens de contrôle et d'action réciproque conçus conformément donc à cette doctrine du check and balance, qui veut dire en gros contrôle et contrepoids. Donc il y a des organes fédéraux et des États fédérés aux États-Unis. Ils ont fortement aussi réparti le pouvoir législatif entre deux assemblées, qui sont le Congrès et le Sénat, et donné au président un droit de veto sur les textes législatifs et reconnu parallèlement au Sénat. Donc là, en ce moment, pareil, dans l'actualité, on en parle pas mal aux États-Unis, puisqu'il y a quand même, est-ce que vous savez, qu'il y a une procédure de destitution qui a été, l'impeachment, qui a été donc lancée contre Donald Trump. Et donc du coup, pourquoi cette procédure de destitution a pu être lancée, même si elle n'a aucune chance quasiment d'aboutir, c'est justement cette théorie de séparation des pouvoirs. Le Congrès est repassé démocrate aux dernières élections de mi-mandat, puisqu'aux États-Unis, chaque 2 ans, il y a des élections qui réélisent une partie du corpus des représentants. Donc c'est repassé démocrate. Là, donc vous savez quand même pourquoi il est en impeachment ou pas ? Pas du tout. Bon voilà, en gros il est accusé de coalition, d'avoir influencé sur le président ukrainien pour qu'il trouve des pots de banane à celui qui devait être le plus probablement son futur adversaire l'an prochain pour l'élection, qui est Joe Biden, et à travers son fils. Et donc, sauf que la conversation a été, forcément, comme toutes les conversations officielles, elle a été enregistrée, et que comme il est un peu débile parfois, il a, pensant se dédouaner, il a publié la conversation, qui est totalement aberrante, et donc du coup, les démocrates ont donc entamé cette procédure de destitution. Pourquoi elle ne pourra pas aboutir ? Parce que pour aboutir, il faut aussi les 2/3 du Congrès et Sénat mélangés, et que le Sénat, lui, en revanche, est à majorité républicaine. Donc, il ne pourra pas être destitué, ou à moins que son camp se retourne contre lui, ce qui est probable juste avant des élections. Du coup, en tout cas, voilà, c'est un exemple, en tout cas, de possibilité aussi de destituer quelqu'un par une majorité de représentants. D'accord ? Il y a une séparation des pouvoirs. L'autre séparation des pouvoirs, c'est la Cour suprême des États-Unis, les sages, les 9 sages. Alors, certes, les sages, parce qu'en plus, on va le voir tout à l'heure, c'est pour ça que là, j'anticipe un peu, les lois américaines, c'est le système du common law. Le common law, c'est de la jurisprudence. Donc on verra ce que c'est tout à l'heure, ou la prochaine fois. Mais le problème, c'est que les juges de la Cour suprême sont nommés, en revanche, sont proposés par le président et sont validés par le Sénat. Le problème, c'est que les juges de la Cour suprême sont 9, ils sont élus à vie, et que depuis, donc il y avait... Donc, Barack Obama avait proposé donc une juge qui devait être la première femme noire à rentrer à la Cour suprême,
Et sauf que personne s'attendait que Donald Trump gagne l'élection présidentielle, donc normalement tout était dans les rails pour qu'Hillary Clinton finisse de valider le truc, en tout cas le Sénat démocrate finisse de valider le truc, sauf que c'est Trump qui a gagné, que le Sénat est républicain, que du coup il a annulé cette nomination et qu'il a mis un juge hyper conservateur, qui est by the way quand même accusé de viol à côté. Donc voilà. Et donc du coup voilà. Alors le problème c'est qu'aux États-Unis, comme c'est très clivant, ils sont 9, ils passent 5 conservateurs. Ils sont 5 conservateurs, les juges, ils sont 9, hein, parce que les juges de la Cour suprême, quand ils rendent un jugement, toutes les lois des États-Unis doivent prendre en compte ce jugement et être modifiées. À partir du moment où quelqu'un va... Ça fait ce qu'on appelle la jurisprudence. Et du coup, le problème qu'on a vu apparaître l'an dernier, c'est que certains États très conservateurs ont fait passer une loi interdisant l'avortement, mais comme la Cour suprême est conservatrice, et donc ce qu'on appelle les pro-life, ben du coup elle a rendu un avis positif pour ces États. Donc ça veut dire que si d'autres États veulent appliquer l'interdiction de l'avortement, ils ont le droit. Donc c'est quand même un problème très sérieux après les nominations des juges aux États-Unis, parce que du coup ça engendre des conséquences sur l'intégralité du territoire. Donc voilà, bon, c'était un petit aparté. Alors, on va revenir à notre sujet, donc qui sont les 3 pouvoirs en France. Donc, alors pourquoi c'est pas du tout dans le... Donc le pouvoir exécutif. Est-ce qu'on fait une pause? Bon allez, on fait une pause, parce que si vous voulez 5 minutes de pause, on ait le temps quand même de faire. Oui. Le logo de l'éléphant. Je dirais pas que c'est les démocrates comme ça, mais... Ah oui? Bon, bah, peut-être alors. Hein. Ah d'accord. Mais il n'y a que le logo, il n'y a rien d'autre Est-ce qu'il n'y a pas des représentants?
On s'y remet. On s'y remet ou pas de poste après-midi, hein. Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Là, il n'y a pas cours après moi, donc je suis pas obligé de vous laisser 10 minutes avant. Donc le temps que vous perdez là, vous le perdrez tout à l'heure, hein, sur votre poste déj. Ah, vous voyez? Ah non, mais je vous ai pas dit que j'allais vous garder toute la pause déj non plus, hein, c'est pas... c'est pas mon intérêt non plus. Hein. Alors, le pouvoir exécutif. Bon, allez, s'il vous plaît. Donc, le pouvoir exécutif, donc, il va mettre en œuvre les lois qui conduisent la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et il dispose de l'administration et de la force armée. Il peut détenir des moyens de contrainte vis-à-vis du pouvoir législatif, par exemple, la dissolution d'une des deux chambres. Donc, on va voir les deux chambres tout à l'heure, mais c'est en France. Vous les connaissez quand même? Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle, l'ensemble des deux s'appelle le Parlement, du coup. Hein. Le pouvoir exécutif est exercé donc par le chef de l'État et par le gouvernement, par l'intermédiaire du Premier ministre. Donc ça, c'est pour le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, il est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif. Donc on voit déjà un effet miroir. D'accord ? L'exécutif, donc président de la République ou Premier ministre, peuvent dissoudre une des deux chambres. Alors quand on dissout une des deux chambres, ça donne quoi? Comment ça se... C'est la guerre civile? C'est... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on refait des élections. Alors, généralement, on dissout le Sénat, c'est très rare, hein, parce que de toute façon, c'est un suffrage indirect, hein, le Sénat. Les sénateurs, ils ne sont pas élus par vous, ils sont élus par des conseillers territoriaux que vous élisez quand vous votez, par exemple, au municipal. Mais par contre, voilà, si on dissout l'Assemblée nationale, à ce moment-là, ça provoque des élections législatives anticipées. Et la dernière fois que ça a été le cas, ça n'a pas porté chance au président qui l'a fait, d'ailleurs. Bon, ouais, c'était Chirac. C'était pour à peu près les mêmes raisons qu'actuellement, hein, c'est-à-dire c'était Alain Juppé, Premier ministre, qui essayait de faire passer la réforme des retraites. Une grosse partie de la France était dans la rue. Ils ont essayé de jouer un coup de poker en se disant, puisque tout est bloqué et qu'on a été élu, donc c'était il me semble que c'est en 97, hein, la dissolution. Donc Chirac a été élu en 95. Et ils se sont dit, coup de poker, on va regagner les élections législatives derrière, ça va nous redonner une légitimité, et donc du coup, voilà. Bah, sauf que, ils n'ont pas gagné, et donc du coup, ils ont dissous l'Assemblée nationale, élections législatives, et donc c'est à l'époque la gauche qui a gagné, et dont le nouveau Premier ministre était Lionel Jospin. Et donc du coup, pendant 5 ans, il y a eu ce qu'on appelle une cohabitation, c'est-à-dire un Premier ministre de gauche avec un président de la République de droite. Voilà. Ce qui est quasiment plus possible actuellement. Parce que depuis, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une réforme du quinquennat, c'est-à-dire qu'à l'époque, le mandat législatif durait 5 ans, le mandat présidentiel durait 7 ans. Donc forcément, il y avait une élection au cours du mandat présidentiel qui faisait que généralement le Français aime bien voter d'un côté à une élection et de l'autre à celle d'après. Hein. Donc du coup, souvent, ça basculait. Et ça permettait au président sortant, finalement, d'être réélu. Hein, c'est ce qui s'est passé sous Mitterrand. Donc Mitterrand a été élu en 81, j'étais pas né, je vous rassure. Il perd les élections législatives de 86. Jacques Chirac devient Premier ministre. Et du coup, en 1988, comme il y a eu 2 ans de droite de Jacques Chirac qui a déçu,
Mitterrand repasse président en 88, du coup. Et pareil, il perd les élections législatives de 93, et du coup, c'est Édouard Balladur qui devient Premier ministre, etc. Donc voilà, donc un exemple de dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas très souvent, et généralement, ça se passe mal pour celui qui dissout. D'accord. Donc voilà, mais c'est du coup, vous le verrez un peu si vous vous intéressez un peu après, bon, quand vous allez commencer à pratiquer tout ça, vous aurez un peu plus de temps, un peu moins de soirées étudiantes aussi, et du coup, vous vous intéresserez un peu plus à la vie du pays, c'est normal, tout simplement parce que c'est aussi des choses qui vous concerneront beaucoup plus, c'est-à-dire que là, vous ne serez pas juste étudiant, mais vous serez quand même praticien, et que toutes les lois qui passent, etc., sur le régime de retraite, sur les machins, sur le truc, ils vous concerneront. Et donc du coup, ça, voilà, vous verrez comment est organisée un peu la vie du pays, etc. Alors, le pouvoir législatif, donc, il est généralement donc exercé par le Parlement, et le Parlement se compose en France d'un côté de l'Assemblée nationale et de l'autre côté, donc des députés, et de l'autre côté du Sénat, les sénateurs. Alors, quand le Parlement se réunit, on appelle ça un congrès. Et le congrès, il se réunit toujours à Versailles. Pourquoi ? Parce que c'est le seul lieu à peu près où on peut faire rentrer tous les députés, tous les sénateurs aussi. Et puis parce que voilà, c'est comme ça, c'est écrit. Alors, c'était très rare avant. C'est devenu beaucoup plus fréquent ces dernières années que le Congrès se réunisse. C'est-à-dire que le Parlement en entier se réunisse en une même unité, dans un même lieu. Le premier qui a remis ça un peu au goût du jour, pas le premier, mais en tout cas, bon, c'est François Hollande. Et c'était à quelle occasion ? Pardon ? Non, mais parce que ça, c'est... En fait, le congrès, généralement... Non, mais ça, j'ai remarqué, hein, merci de m'éclairer, mais... Non, mais ça, vous pourrez... Je pense qu'il y a une... Quoi, possiblement, vous en avez quand même entendu parler, parce que bon, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et c'était pour l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça a été suite aux attentats du Bataclan, où là... Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour faire rentrer dans la Constitution, on va le voir tout à l'heure, on a donc un régime constitutionnel, nous, avec la Constitution qui est tout en haut, en fait. Pour modifier la Constitution, il faut les 3/5 du Parlement. C'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat inclus. Or, l'état d'urgence, c'était quelque chose, voilà, dont on devait modifier la Constitution pour le mettre en application. Et donc du coup, quand c'est comme ça, vous devez réunir le Congrès de Versailles, en fait, ce qui était plutôt rare. Sinon, les autres fois où il se réunit, on n'est pas forcément très au courant, parce que c'est toujours pour la même chose, pour des révisions constitutionnelles. C'est-à-dire quand il y a une volonté de changer la Constitution. Pourquoi c'est très rare qu'on le réunisse aussi ? Parce que pour avoir les 2/3 ou les 3/5 en fonction de ce qu'on veut faire passer du Congrès, il faut une majorité écrasante. Pardon ? Alors, c'est une bonne question. L'Assemblée nationale, ils doivent être 300, je dirais 360, 380, un truc comme ça. Et le Sénat, je sais un peu moins quand même. Mais genre, ça fait quand même un petit 600, je pense. Vous voyez ? Mais dans tous les cas, c'est que, par exemple, actuellement, si on fait une analyse là... alors, François Hollande est un des rares à avoir eu les pleins pouvoirs. Hein, il avait, jusqu'au jour où il y a des frondeurs de son propre parti qui se sont élevés contre lui, donc il n'avait plus les bons pouvoirs parce qu'il n'avait même plus la majorité à l'Assemblée nationale. Mais quand il a été élu, il avait une énorme majorité à l'Assemblée nationale, le Sénat venait de basculer pour la première fois à gauche, et il avait toutes les régions et toutes les grandes villes. À part, il me semble, alors toutes les régions excepté, peut-être qu'il y a des Alsaciens vers là, mais voilà, à part l'Alsace, qui était restée à droite. Donc du coup, il avait vraiment, en quelque sorte, les pleins pouvoirs. Mais même ça, en fait, au sein de son propre parti,
sur l'état d'urgence, des gens... Alors, sur l'état d'urgence, il est passé. Mais par contre, il y a une autre chose qu'il a essayé de faire passer en congrès de Versailles, qui est la déchéance de nationalité. Et sur ça, l'aile gauche de son parti s'est opposée. Et donc, il n'a jamais pu la faire passer. Alors, la déchéance de nationalité, c'était que les acteurs d'actes terroristes étaient déchus de la nationalité française. Alors, c'est ça qui posait un problème, c'est que... Alors, bon, déjà, quelques-uns n'étaient pas français, donc bon, du coup, déjà, ils n'avaient même peu rien à carrer de ne pas être français. Ensuite, on a une interdiction totale de rendre des gens apatrides. Donc, c'était pas possible. Et en plus, l'argument principal quand même qui était opposé, c'est que quand vous faites sauter pour en dégommer 30 autour de vous, généralement, vous en avez un peu rien à carrer de plus être français quand on vous enterre, en fait. Hein. Donc, bon... Mais bon, voilà, c'était en tout cas, c'est juste pour vous dire la difficulté de modifier des lois constitutionnelles, de modifier la Constitution, parce que ça demande une énorme majorité, et que là, par exemple, le gouvernement actuel, qui a une très très forte, donc la République en marche, hein, Macron, ils ont une très forte majorité à l'Assemblée nationale, c'est quasiment la première fois qu'il y a une si forte majorité, mais en revanche, ils ont aucun ancrage local. C'est un jeune parti, ils n'ont aucun élu locaux, donc ils ont quasiment aucun sénateur. Donc du coup, soit vous arrivez à vous mettre d'accord avec les autres partis pour faire passer des choses pour le bien commun, et ça serait l'idéal de la politique. Mais on sait très bien que même quand l'autre parti est d'accord, pour embêter, il va voter contre quand même. Et donc du coup, là actuellement, il y avait une très grosse révision constitutionnelle qui était dans les rails, et notamment pour faire quelque chose que pourtant la majorité de la population demande, c'est-à-dire diminuer le nombre de députés et de sénateurs, rendre le nom du cumul des mandats strict, etc. Et ben voilà. Alors, ils ont aucun intérêt. Alors, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi se mettre à leur place. C'est-à-dire qu'ils ont aucun intérêt, on est d'accord. Mais le problème, c'est que s'ils vont à l'encontre de ce que leurs électeurs demandent, ils ont de fortes chances quand même de ne pas être réélus derrière. Mais effectivement, on est d'accord qu'ils n'ont pas... Mais bon, voilà. Donc il y avait plusieurs choses que... Au départ, Macron avait une très grosse dynamique positive après son élection, jeune président, très forte... il a fait exploser tous les partis traditionnels, etc. Donc tout le monde pensait qu'il allait pouvoir faire passer ça au Congrès. Et très rapidement, et notamment les Gilets jaunes, ont complètement inversé l'équilibre, etc. Et donc du coup, là actuellement, c'est mis au placard en fait, parce qu'ils n'ont aucune chance d'avoir les 2/3 du Congrès pour faire passer des trucs. Il faut les 2/3 ou les 3/5 d'approbation, c'est ça? De vote pour, ouais. Donc voilà, bon, c'était un petit aparté également. Donc voilà. Bon, voilà. J'espère que vous avez compris que c'est des questions qui peuvent tomber facilement. Pas le Congrès, hein, mais les 3 pouvoirs. Droit 5e ou 2/3. Souvent 2/3, mais... C'est sur les personnes qui sont effectivement présentes ou c'est sur le nombre total Oui, mais je peux vous dire qu'un congrès à Versailles, ils sont tous là. Versailles. Ah oui, non, mais c'est souvent clairsemé, mais c'est la complexité. Mais l'Assemblée nationale, c'est un peu différent parce que... de toute façon, c'est les présents. Après l'Assemblée nationale, quand vous avez un parti qui a presque 2/3 des députés à lui tout seul, vous savez quand même que vous avez de faibles chances de pouvoir voter contre. Vous voyez ? Donc en fait c'est un équilibre. Après c'est le jeu des présidents des partis à l'Assemblée. Hein, chaque parti a un chef à l'Assemblée nationale en fait, de rameuter suffisamment de monde pour... Mais on a déjà vu des exemples où le parti majoritaire n'a pas su faire attention qu'il n'y avait pas assez de ses députés, et donc du coup de voir des amendements par exemple des partis opposés passer parce qu'il n'y avait pas assez de personnes alors que normalement ils sont majoritaires, ça c'est clair.
Après, bon, voilà, normalement, un député, il est aussi un peu sur le terrain. Donc, en fait, c'est... Et puis, en fonction des lois, il y a certains députés qui sont spécialisés dans certaines lois et pas dans d'autres. Donc, voilà, il y a un équilibre qui se crée. Mais au Congrès, si vous voulez, c'est tellement exceptionnel que tout le monde est là. Alors, le dernier pouvoir, le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Donc il est composé par l'ensemble des juridictions qui vont du Conseil constitutionnel aux juges de proximité. Donc ce pouvoir-là applique les lois pour trancher les conflits entre les particuliers. Ça s'appelle des juridictions civiles. On le verra, alors pas aujourd'hui, on le verra pas aujourd'hui, je pense, mais en tout cas les prochaines fois. Ou entre l'État et ces derniers, et là c'est des juridictions administratives. Il poursuit également les infractions. Les infractions, c'est les contraventions, les délits, les crimes. Et ça, ce sont des juridictions pénales. Son indépendance est primordiale, c'est ce qu'on entend tout le temps, puisqu'elle est la condition de son impartialité. C'est généralement la Constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance. Donc, pareil, au niveau de la société et actuellement, on entend beaucoup des hommes politiques, surtout, actuellement, dire que la justice en France n'est pas indépendante. Alors, il y aurait des arguments pour, il y aurait des arguments contre. On verra comment est constitué le système, donc le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, effectivement, il y a une partie, notamment le procureur de la République, son big chef, et le procureur de la République, c'est lui, dans les procès pénals, qui va mener, qui va représenter l'État. Donc, effectivement, on pourrait voir que son chef, c'est le ministre de la Justice. Mais bon, après, les juges, en tout cas, eux, sont indépendants, en fait. Et généralement, ceux qui disent que la justice est partiale et non indépendante, c'est des gens qui sont aux prises avec la justice. Donc pareil, il y a 15 jours, quel est l'homme politique qui a dit que la justice en France n'était pas indépendante parce qu'il était aux prises avec la justice? Qui? Non mais en fait j'entends rien. Ah, Balkany. Alors oui, mais lui il a l'habitude. Donc, alors lui c'est plus que ça, c'est parce que alors oui, il y en a certains, mais à la limite là, bizarrement, même les gens de son parti ne sont pas trop, n'ont pas trop dit. Non, ils ont en fait Balkany, ce qui a juste éveillé certaines contestations, c'est qu'il y a eu un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt, ça veut dire qu'il est sorti directement du tribunal, il est parti en tôle. Et généralement, le mandat de dépôt, on les dépose contre des personnes dont on craint qu'ils quittent le pays. Sinon, le temps de l'appel, il aurait pu être chez lui, en quelque sorte, puisqu'il a fait appel de la décision de justice. On verra qu'en France, il y a ce qu'on appelle le système de double juridiction, qui nous permet, n'importe quel justiciable, s'il n'est pas d'accord avec le premier jugement, peut faire appel de sa condamnation. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il fait. Et normalement, quand on fait appel, c'est suspensif. Or là, quand il y a un mandat de dépôt, vous allez en tôle en fait. Et c'est ça qui a posé un peu problème dans l'affaire Balkany. Mais sinon, le mec, de toute façon, il disait lui-même qu'il avait truandé le fisc. Donc bon, même que voilà, il avait beaucoup de cash, mais que ça venait d'on ne sait où. Bon voilà, là, c'était un peu compliqué quand même pour lui. Alors, il y a un élément. Alors, vous avez quel âge vous là? Vous avez 22, 23? Ouais, 22, 24. Donc vous avez voté à la dernière élection présidentielle. Vous vous souvenez quand même qu'il y a eu une affaire pendant la dernière élection présidentielle. Voilà. Donc par exemple, le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle, qui donc est d'ailleurs envoyé en correctionnel, et donc on connaît maintenant la date de son jugement, qui sera en mars prochain, donc François Fillon, lui par exemple, s'est défendu au départ en disant « La justice est corrompue, c'est une attaque du pouvoir en place, la justice n'est pas indépendante ». Et le dernier, il y a 15 jours, qui a eu exactement le même discours, alors que c'était le premier à taper sur Fillon pendant l'élection présidentielle, puisqu'il était lui aussi candidat à la présidentielle. Voilà, Mélenchon.
Mélenchon qui dit c'est un procès politique, la justice n'est pas indépendante en France. Alors moi, j'ai pas à me prononcer sur le jugement, sur sa culpabilité ou quoi. Il y a des images quand même. C'est-à-dire que le mec, il a quand même foutu le procureur de la République et un policier par terre. Je peux vous dire que si vous faites ça, vous allez directement en tôle en fait. Donc, bon, je pense voilà, que finalement, c'est quand même des personnes qui sont relativement protégées, qui devraient faire attention quand ils disent que la justice n'est pas juste et n'est pas... Vous voyez ? Parce que je vous invite à pas le faire en fait. Donc voilà. Mais bon, ils le disent tous. Généralement, toute l'opposition dit ça du pouvoir en place, et quand ils se retrouvent après au pouvoir, ils disent que, au contraire, la justice est géniale. Donc, son indépendance est primordiale, on comprend bien, puisque normalement, un juge d'instruction est censé pouvoir mettre en examen n'importe quelle personne, excepté une, qui est le président de la République, qui a une immunité. Alors, il y a aussi une immunité parlementaire, mais ça, elle est plus restrictive. Alors, il nous a... sauf si, s'il assassine quelqu'un, là, pour le coup, on rentre dans le cadre d'une destitution aussi, quand même. D'accord ? Donc, il n'y a plus d'immunité. Mais sinon, alors, l'exemple le plus typique du mec... Alors, il y en a deux, qui se sont enchaînés d'ailleurs, deux présidents qui ont quand même pas mal de casseroles aux fesses. Et un vient de mourir, c'était Chirac. Chirac, il a eu énormément... il a même été demandé, c'était la première fois qu'un président de la République était... un juge demandait qu'il soit entendu comme témoin, en fait. Il n'est pas allé à sa convocation, puisqu'il avait le droit, puisqu'il était président. Et du coup, il a été condamné après. C'était le premier président de la République qui était condamné après son mandat. Ses mandats, puisqu'il a eu 2 mandats, Jacques Chirac. L'autre, qui en a quelques-unes aux fesses aussi, et qui risque quand même aussi d'être condamné au moins pour une, je l'imagine, c'est Sarkozy. Sarkozy, il est actuellement renvoyé devant un tribunal correctionnel pour 3 procès quand même. Donc c'est pas mal. Voilà, bon, il y a donc, mais après, il y a une immunité pendant les mandats sur des choses qui ne sont pas jugées comme, comme suffisamment graves, en tout cas, pour mettre en péril la France, en fait. Donc voilà. Alors il y en a un autre par exemple qui essaie... Alors c'est un peu pareil dans d'autres pays. Par exemple en ce moment en Israël, il y a eu d'autres... Ça fait la 2e fois qu'il y a des élections, puisqu'ils n'arrivent pas à constituer une majorité. Et le Premier ministre sortant, qui a à nouveau été proposé par le président pour former un gouvernement, mais il n'arrive pas à le former, c'est Benjamin Netanyahou, qui lui est poursuivi pour je ne sais pas combien aussi d'affaires, et qui essaie tant bien que mal de convaincre n'importe qui de faire passer partie son gouvernement, parce qu'il aurait l'immunité du coup. Donc il serait tranquille pour 5 ans. Et du coup, l'opposition, même des gens qui sont assez proches, qui auraient pu faire alliance avec lui, tous disent on veut rien faire. Comme ça, ils se disent on gagne du temps. Et comme il doit être mis en examen en novembre ou quoi, après il peut plus être Premier ministre. Donc après, c'est des jeux de pouvoir aussi en fait. C'est une question d'immunité, etc. Mais en général, on va dire, la justice tend à être indépendante. Mais effectivement, à partir du moment où des procureurs de la République, etc., ont quand même... Après, c'est leur conscience, et j'ai envie de dire leur déontologie propre, en fait, qui fait la différence. Voilà. C'est comme partout, sauf que eux, ils donnent des jugements, quand même. Donc, mais on est d'accord. On est d'accord qu'à plus... après, voilà, il faut mais en tout cas, il faut souhaiter que plus que toute profession, il faut espérer que, voilà, alors pas les avocats, parce que les avocats c'est encore différent, parce qu'eux ils peuvent défendre n'importe qui, et donc du coup ils sont parfois convaincus de la culpabilité de leurs clients, mais toute personne a le droit d'être défendue, c'est aussi comme ça notre société. Mais par contre voilà, les magistrats, donc les juges, les procureurs, etc., il faut espérer qu'ils soient très intègres. Ah ben c'est sûr que le traitement n'est pas le même. Après, à contrario, on vous dira qu'un homme public est traîné dans la boue devant tout le monde, alors que vous, si vous faites un truc, personne ne le saura, personne ne le saura, voyez, à part vos proches, etc. Mais effectivement, les gens qui disent c'est injuste, je machin, etc.,
s'ils avaient dû répondre de leurs actes sans être connus, souvent, ils n'auraient pas quand même été traités de la même manière. Ça, c'est une certitude. Hein. Mais oui, non, mais de toute façon, je dis pas que le droit est parfait en France. Hein. Alors, on va s'intéresser maintenant à la production du droit. Qu'est-ce qui produit le droit? D'accord? Et la première grande partie de cette production du droit, c'est les sources du droit. Quelles règles? Donc, depuis la Révolution, le droit français fait de la loi la source principale de droit. Mais le rôle de la jurisprudence, de la coutume, des principes généraux du droit ou de la doctrine reste à préciser. Mais pour l'instant, c'est la loi, quand même, qui est le pilier du système juridique français. Alors, le terme de loi a plusieurs significations. On oppose la loi au sens formel à la loi au sens matériel. C'est-à-dire qu'au sens formel, la loi, c'est toute règle de droit émanant du Parlement. Et au sens matériel, cela retient une conception plus large du terme de loi, c'est-à-dire toute règle de droit écrite. En gros, le sens formel, c'est la loi, c'est-à-dire celle qui est promulguée par le président de la République après qu'elle ait été validée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Parfois pas par le Sénat, mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, on le verra tout à l'heure dans le parcours de la loi. Et au sens matériel, on va appeler loi tout ce qui est du domaine du droit écrit. C'est-à-dire même des règlements, des décrets d'application, etc., qui sont pas réellement, qui n'ont pas la sémantique de loi au sens premier. Là, dans ce cours-là, on va utiliser le terme de loi principalement au sens donc formel, c'est-à-dire un acte juridique de portée générale adopté par le Parlement. Alors, donc, les différents textes qui composent le droit sont-ils équivalents? Existe-t-il une hiérarchie? La réponse est non pour la première, oui pour la deuxième question. Et c'est ce qu'on va appeler la hiérarchie des normes. Donc, petit 1, la hiérarchie des normes. Alors, j'ai essayé de vous faire un cours très hiérarchisé justement au niveau du plan, hein, pour que vous y retrouviez. Et donc l'idée d'une hiérarchie des normes a été systématisée par une personne dont on a parlé tout à l'heure, qui est un théoricien du droit positiviste étatique, qui est Kelsen. Donc s'il y en a un seul que vous devez retenir, c'est Kelsen. Je pose souvent des QCM. L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques. Et il nous dit quoi, Kelsen? Il nous dit qu'un ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes juridiques. Donc en gros, Kelsen, il nous dit quoi? Il nous dit que ces différentes couches qui sont hiérarchisées et qui forment plutôt une pyramide, et donc au sommet de la pyramide, c'est en gros la Constitution en fait, hein, et l'État, la Constitution, étatiste donc, qui donc du coup va influencer sur les couches inférieures. Il y aura donc un sens d'autorité plus en descendant dans la pyramide. On va le voir. Hein. Donc l'utilité d'une telle hiérarchie déterminante dans la mesure où une norme inférieure ne peut ni déroger à une norme supérieure, ni l'abroger. C'est une jolie phrase. Ça veut rien dire parce que je suis filmé. Alors, notre petite hiérarchie des normes, notre pyramide de Kelsen, c'est ça. Très, très, très important. On va voir tous les blocs les uns après les autres. Mais au sommet de cette pyramide, on trouve un bloc constitutionnel qui va être donc essentiellement composé de notre Constitution. Ensuite, on va voir un bloc de conventionnalité. On va voir ce que c'est. C'est en gros les traités internationaux. Un bloc de légalité, c'est-à-dire les lois.
Les principes généraux du droit, qu'on verra tout à l'heure, qui sont des principes qui ne sont pas écrits dans la loi, mais qui sont faits siens par la loi. Il y a même des principes généraux constitutionnels. Les règlements, donc ça c'est le domaine réglementaire, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés. Et si vous vous souvenez de votre cours en première année sur le Code de la santé publique, il y avait une partie du Code de la santé publique qui était L, les lois, et la deuxième partie qui était R, les règlements, c'est-à-dire les décrets, les arrêtés, qui sont souvent les décrets d'application, c'est-à-dire qui expliquent comment la loi doit être appliquée. Et enfin, les actes administratifs, qui sont ce qu'on appelle les circulaires ou les directives ministérielles, généralement, mais ça peut être aussi une circulaire ou une directive préfectorale. On le verra tout à l'heure. Et donc cette pyramide constitue la pyramide de Kelsen, qui est, j'ai envie de dire, le pilier central de votre cours cette année, ou d'une grosse partie de votre cours, en tout cas, pour comprendre comment le droit français est fait. D'accord ? J'espère. Donc, on va commencer par le bloc de constitutionnalité, qui est donc au sommet de notre pyramide, et qui est donc l'élément face auquel aucune couche inférieure ne pourra ni déroger, ni abroger. Et c'est pour influencer ce bloc de constitutionnalité que je vous disais tout à l'heure que même un président de la République a besoin de réunir le Congrès à Versailles pour le modifier. C'est pour ça qu'il est très compliqué à modifier. Aux dernières élections présidentielles, il me semble 2 candidats voulaient refondre, il y en a un dont on vient de parler, voulait refondre l'intégralité de la Constitution française. Donc c'était M. Mélenchon qui voulait créer une 6e République, et qui, puisqu'on est à la 5e là, et qui voulait donc du coup refondre une constitution en créant une assemblée constituante, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, il n'est pas au pouvoir, donc c'est pas été fait. Donc, au sommet de la hiérarchie des lois figure la Constitution du 4 octobre 1958. Par une célèbre décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel y a intégré son préambule et par là les textes auxquels il renvoie. Donc ils ont intégré en plus la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. Donc actuellement, en tout cas en 1971, le bloc de constitutionnalité était composé de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946. C'était les 3 éléments qui composaient le bloc de constitutionnalité. Vous pouvez bien sûr trouver tous ces textes sur Internet. Alors après, il y en a certains... Alors normalement, vous êtes censé, nul n'est censé ignorer la loi. Alors déjà, contentez-vous de comprendre au niveau professionnel ce qu'est votre convention avec la sécurité sociale, donc du coup, et peut-être de vous souvenir de ce, puisque vous avez été en plus noté sur ça, de ce qui était notamment au niveau du Code de la santé publique, le Code de déontologie. Du coup de pratique, puisque tout est noté dedans. Les articles importants de ce bloc de constitutionnalité. Ce sont l'article 1er de la Constitution, l'article 3 de la Constitution. Alors je regarde, mais je ne les ai pas. Je les avais quelque part. Attendez, laissez-moi 2 secondes pour voir si j'arrive à les retrouver. Mais... pour vous les lire juste, ça aurait été... Bon après, c'est encore une fois, ça ne sera pas une question. Je ne vais pas vous demander quels sont les articles importants de la Constitution. En soi, ils sont tous importants. Non, ça c'est les partiels, c'est pas le truc.
trouve pas. Bon. Et comme j'ai pas internet, là, je peux pas vous les lire. Bon, si j'ai le temps, je vous les lirai tout à l'heure vite fait. D'accord? Parce que là, je les trouve pas. Je pensais que je les avais mis en note quelque part, mais non. Bon. À moins que je les ai mis là, mais je pense pas. Donc, bloc de constitutionnalité, constitution du 4 octobre 58, déclaration des droits de l'homme de 1789, préambule de la constitution de 1946. Ah, bah je les ai notés là en fait, donc je les ai pas sur mon support, mais c'est bon. Donc voilà, vous auriez pu me le dire pendant que je cherchais, que vous les aviez sur votre support. Merci. Alors, article 1er, donc, de la Constitution, donc c'est non exhaustif, c'est pour que vous ayez une idée de ce que ça raconte. Hein, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Voilà, ça c'est l'article 1er. Pourquoi il y a marqué la loi favorise l'égal accès aux femmes et aux hommes aux mandats électoraux? Parce qu'avant, il n'y avait pas le droit de vote des femmes. 58 quand même, hein. C'est pas si loin en fait. Hein. Donc, on est quand même un peu une société... L'article 3 de la Constitution de 58. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est censé empêcher toute dictature, puisqu'à partir du moment où vous élisez des représentants, ils sont censés voter ce pourquoi vous les avez élus. Et la voie de référendum, parce que le référendum est la seule possibilité, on va le voir un peu plus juste après, mais c'est la seule possibilité aussi de changer des lois constitutionnelles. Il y avait ce que je vous disais tout à l'heure, réunir le Congrès, etc. Sinon, il y a les voies référendaires. D'accord? Donc ça veut dire que le peuple a un pouvoir très fort. Les présidents, généralement, ont très peur des référendums nationaux. Parce que souvent, il y a... Alors, à juste titre parfois, parce que souvent, le peuple va... Quoi, le peuple, c'est pas péjoratif, hein, mais la population va voter, pas toujours au niveau d'un référendum, pour la question qui leur est posée, mais pour des revendications ou des mécontentements qu'ils ont à côté. D'accord? Alors, quel est l'exemple probant de référendum, pas en France, hein, qui a des répercussions assez complexes depuis, parce que le Brexit. Personne pensait que le Brexit allait passer, en fait. Cameron, quand il a dit on fait un référendum, il était au départ donné le fait de rester était donné à presque 60%. Très mauvaise campagne, énorme campagne quand même après de fake news, hein, de désinformation. Il y avait des bus entiers qui passaient dans Londres, financés par un très riche, un milliardaire, qui lui était pour le Brexit, en disant l'Union Européenne vous prend tous les ans des millions, des milliards, etc. Ce qui était faux. Hein. Et les ceux qui voulaient rester dans l'Union Européenne n'ont pas su aussi trouver les arguments nécessaires. Et du coup, contre toute attente, c'est le Brexit qui l'a emporté. Donc, voilà, exemple de référendum. En France, il y a un référendum aussi qui a mis dans l'embarras les pouvoirs, c'était le référendum sur la Constitution européenne. Alors vous là, vous étiez trop jeune, hein, c'était, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'était dans les années soit 98, soit 2002, je sais plus. Et donc du coup, bon, on demandait au peuple en plus de voter sur une constitution, donc très complexe quand même. Hein. Et du coup, le non est passé en France. Alors que le pouvoir en place, bien sûr, souhaitait... Alors c'était la cohabitation, donc c'était avant 2002.
Et donc du coup, et le président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin souhaitaient pourtant que ça passe. Et donc c'est pas passé. Enfin, bon, ils ont contourné le truc, 2 ans après ils l'ont fait passer par voie législative en fait. Mais voilà, c'est des exemples. Généralement les référendums ne donnent jamais le résultat qu'on attend. Mais en tout cas, au niveau donc, de notre hiérarchie des normes, c'est une voie essentielle et qui a donc un pouvoir colossal. Donc, dans l'article 3 de la Constitution, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans des conditions prévues par la Constitution et est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français majeurs de 2 sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Puisqu'il y a, après, parfois on peut être déclaré inapte pour voter. Les articles importants qui, eux, se réfèrent au préambule de la Constitution, donc de 46. L'article 3, la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Donc ça, c'était en 46, qu'on a intégré donc dans notre bloc de constitutionnalité. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. C'est ce qu'on appelle le droit d'asile. Chacun, et c'est débattu très fortement en ce moment, sur le problème des migrants. Est-ce qu'ils ont le droit au droit d'asile? Est-ce que c'est un asile politique ou un asile économique? Est-ce qu'ils fuient leur pays parce qu'ils crèvent la faim? Mais après, quand on est un peu humain, on pense que même s'ils crèvent la faim, s'ils fuient parce qu'ils crèvent la faim, ils devraient avoir le droit d'asile quand même, hein, parce que bon, voilà. Mais par exemple, le droit d'asile économique n'est pas dans la Constitution. Le droit d'asile politique, oui. Est-ce qu'ils fuient des persécutions parce qu'ils essaient de lutter pour la liberté dans leur pays, et donc du coup, là, on leur accorde le droit d'asile. Très complexe comme question, surtout actuellement, en fait, hein, avec des partis, on va dire, qui veulent fermer les frontières, qui sont très forts dans les résultats des urnes. Donc, chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Ça fait aussi écho à un article de votre code de déontologie qui dit que vous n'avez pas le droit de traiter différemment ou de ne pas vouloir traiter un patient de par ses origines, qu'elles soient raciales, machin, ses moyens financiers, ses orientations sexuelles, ses pensées politiques, j'ai envie de dire même. Hein. Donc voilà. Article important de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc voilà, ça c'est le droit d'expression, etc. qui, dans certains cas, peut être limité. Alors, ces dernières années, quel était le cas d'une personne publique dont on a interdit certaines interventions sous prétexte que, justement, cette liberté d'expression rentrer en confrontation avec ses propos. Ouais, voilà. Dieudonné, puisqu'il avait quand même découvert des discours totalement antisémites lors de ses spectacles. Et sinon, la semaine dernière, un commentateur, journaliste, essayiste, politique, quoi politique et pas politique, a été du coup pareil, et sous le coup d'un procès. C'est qui? Éric Zemmour. Voilà, pareil. Alors lui, c'était pas antisémite, c'était islamophobe.
Donc voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le droit d'expression, mais il y a un moment où il y a quand même une limite. Quand ce sont des incitations à des haines raciales, là, du coup, le droit, l'expression, la liberté d'expression a ses limites, hein, puisque du coup, vous incitez la haine. Voilà. Alors, petite anecdote. Ça, c'est donc dans notre constitution, c'est donc les droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il y a eu historiquement après, pendant la Commune, une autre déclaration des droits de l'homme de, si je dis pas de bêtises, c'est de 1792. Et certes, c'était assez marrant dans les médias, pendant l'épisode des Gilets jaunes. Certains porte-parole ou défendeurs des Gilets jaunes, et ils ont le droit totalement d'avoir des défendeurs, et je pense qu'ils disaient pas que des conneries d'ailleurs, mais comment dire, voulaient légitimer, justifier la violence, parfois physique, dont ils faisaient preuve, par un article de la Déclaration des droits de l'homme de 1792, parce que forcément on était au niveau de la Commune, etc., donc c'était Robespierre, donc effectivement c'était assez violent comme contexte, et donc du coup ils avaient dit qu'en gros le peuple avait le droit à la violence légitime pour déquiller les gouvernants, en gros ça voulait dire ça en fait, et donc certains disaient mais c'est marqué dans la déclaration de l'homme, etc., mais c'était pas la bonne déclaration de l'homme, en tout cas c'était pas celle qui est nous inclus dans notre constitution. Voilà, c'était une petite anecdote pour après bien sûr on peut aller chercher là où on veut on peut aller aussi chercher un texte royal de 1492 ou de, vous voyez, bon, en disant. Alors, il y a eu une loi constitutionnelle le 29 mai 2005, pendant la grosse révision constitutionnelle, qui a intégré, et alors c'est d'autant plus d'actualité actuellement, qui a intégré en fait la Constitution à la Constitution, donc au bloc de constitutionnalité, le bloc prééminent de notre pyramide, la charte de l'environnement de 2004. D'accord ? On a rajouté cette charte à notre bloc de constitutionnalité. Et les deux premiers articles disent que donc, par exemple, l'article 1, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, ça a été fait en 2004. On voit que c'est d'autant plus d'actualité en ce moment avec tous les mouvements de jeunes pour la défense de l'écologie, etc. Il y en a un peu partout, bon il y a Greta Thunberg et tout ça, mais il y a aussi... Moi par exemple là, pendant une semaine, mon cabinet était juste à côté de... comment il s'appelle ? Extinction Rébellion, hein, j'étais ravi. Donc du coup ils avaient bloqué par exemple tout le centre de Paris là pendant une semaine. Voilà, c'est en tout cas... Alors eux, c'est des mouvements plus altermondialistes, etc. Donc ils ne sont pas vraiment... dans en tout cas la voie légale en fait, hein, mais en tout cas qui défendent des opinions écologiques, de l'environnement, et qui ont certainement raison de les défendre, hein, puisque toutes les études le disent. Mais voilà, mais dès 2004 déjà, il y avait déjà les prémices de ce problème environnemental qui commençait à poindre. Et en 2000, peut-être en 2002 ou 2003, bon, Jacques Chirac, pour beaucoup, n'a pas fait grand-chose pendant son deuxième mandat, mais s'il y avait une chose qu'il avait dite à l'ONU, il me semble, c'était « Notre maison brûle et nous, on regarde ailleurs ». Et c'était donc, c'est considéré comme un de ces grandes fulgurances avec la non-intervention de la France dans la guerre en Irak. Hein, c'est les deux gros trucs qui lui sont reconnus. Donc voilà. Après notre bloc donc, de constitutionnalité, de notre bloc constitutionnel qui est donc, je le répète, la Constitution de 56, les droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 46, plus la Charte de l'environnement de 2004, on a un deuxième bloc qui est le bloc de conventionnalité.
il s'appelle aussi bloc de supralégalité. D'accord ? Donc ce bloc de supralégalité, de conventionnalité, c'est un ensemble qui regroupe les règles et engagements internationaux, ou on appelle ça des engagements supranationaux aussi, de la France. Par ce biais, le droit français intègre en son sein des règles ou normes appartenant à d'autres ordres juridiques, le droit international et le droit européen. Alors, on touche là un tout petit peu, et on va rentrer un peu plus dans le détail après de tout ce qui est traité internationaux et tout, mais on touche là un tout petit peu la limite de la pyramide de Kelsen qui a été théorisée il y a bien longtemps. Pourquoi d'après vous ? Pourquoi on touche un peu une limite là ? Parce qu'avant, la loi était au sein d'un pays et maintenant elle s'étend, donc du coup la constitution elle n'est pas forcément en adéquation. Voilà. Alors le problème est un peu là, sauf qu'on est effectivement sur du positivisme étatique. C'est-à-dire que normalement, les traités internationaux, quand ils sont signés en tout cas par les États, sont contraignants pour l'État. Ils sont obligés de le respecter. Bon, après, vous avez des présidents qui en ont rien à carrer, hein. Trump, il signe un truc, il prend l'avion, il tweet que finalement, il dit fuck à tout le monde. Bon, c'est voilà, c'est une manière de gouverner particulière. Mais sinon, généralement, bon, les États... Alors, la difficulté, donc du coup, d'une hiérarchie comme la nôtre, c'est que quand un président engage le pays à respecter un traité international ou un traité européen, ça sous-entend que derrière, il doit avoir suffisamment de pouvoir pour modifier la Constitution. Parce que si la Constitution... quand c'est constitutionnel bientôt, bien sûr, hein, parfois c'est juste à cet espace-là, c'est-à-dire que l'engagement qu'il a pris respecte la Constitution, et donc du coup... aura du coup une influence sur les blocs du dessous, et notamment le bloc de l'égalité en édictant une loi. Mais quand il signe quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution, et ça donc il y a une instance en France qui est la seule à pouvoir dire si c'est constitutionnel ou pas, et c'est pas très compliqué à trouver, le Conseil constitutionnel. Si c'est pas conforme à la Constitution, le traité international ne peut pas être appliqué tant que la Constitution n'a pas été modifiée. Et c'est là où on voit un peu la limite en fait. C'est-à-dire qu'on aimerait que ce soit une espèce de pyramide bien lisse, bien machin, mais du coup il y a quand même des flèches qui partent un peu dans tous les sens et qui s'opposent parfois. Même si, dans tous les cas, la prééminence de la Constitution est l'élément essentiel de notre théorie du droit en France. D'accord ? Alors, au niveau des traités, du bloc de conventionnalité. Ah oui, c'est l'heure. Bon, allez, on finira le bloc de conventionnalité tout à l'heure. Désolé, Déo. Faut le dire, hein. Il faut se rebeller hein, quand je dépasse. Je dis il faut se rebeller quand je dépasse. Je suis censé vous libérer à moins 10, c'est ça ? Ferme la salle ou pas ? Je laisse la clé ou... Vous fermez à la clé hein ? Oui, de toute façon, il y en a qui restent là, mais moi je suis Ah oui. ici.